Abu Dhabi, le plus grand des 7 Émirats arabes unis. Abu Dhabi est bordé par le golfe Persique au nord et le désert du Roub al-Khali au sud. C'est un pays où l'économie repose sur le pétrole, où personne ne songe à limiter le gaspillage d'énergie, où l'écologie est un concept très lointain. Le gaz naturel y est disponible en abondance. Il permet par exemple de produire de l'eau et de la dépenser sans limite, ou de climatiser tous les immeubles en continu. Dans les années 60, Abu Dhabi, ça ressemblait encore à ça. Et puis les sondages de prospection ont révélé d'inestimables réserves de pétrole. Un océan de pétrole brut. Alors aujourd'hui, quand on pense à Abu Dhabi, on pense plutôt à ça. Les revenus pétroliers ont permis de financer les plus extravagants projets architecturaux. C'est pourtant dans ce pays gouverné par l'or noir que l'idée d'une ville ne fonctionnant qu'avec des énergies renouvelables a vu le jour. Dans les années 2000, le cours du pétrole est au beau fixe. Mais les Émirats anticipent l'avenir. Ils savent que le pic pétrolier est en train d'être franchi. La production mondiale d'or noir a atteint son maximum. Comme leurs réserves ne sont pas renouvelables, il faut anticiper pour assurer l'avenir. Alors Abu Dhabi se lance un défi incroyable. Mettre ses pétrodollars au service d'un projet fou. Construire une ville entièrement écologique. Ce serait une cité futuriste capable d'accueillir 50 000 personnes sur 6 km². Elle serait uniquement alimentée par des énergies renouvelables et sa construction devrait avoir un bilan carbone neutre et être terminée avant 2025. Mais construire 5 fois la City de Londres en version toute écologique et en moins de 15 ans, c'est un pari quasiment impossible. Le site choisi pour construire Masdar se trouve à 17 km de la capitale d'Abu Dhabi. Les constructeurs sont obligés de partir de zéro, dans une zone de désert brûlé, car les terrains sur la côte sont déjà tous pris d'assaut. Masdar veut dire la source en arabe, et sera surtout une source de savoir. Une ville étudiante avec une université, un campus, des commerces, des parcs et des logements. Février 2008, c'est le début des travaux. Le cabinet d'architectes londonien Foster & Partners est chargé de la conception de la ville. Premier coup de pioche, premier problème. Construire sur du sable. Les fondations pourraient bouger, fragilisant dangereusement les édifices. La solution ? Forer des piliers de béton pour ancrer la ville. Mais une découverte retarde le début de la construction. En creusant à 1,50 m de profondeur, les ingénieurs découvrent que le sous-sol de ce désert est parcouru de nappes d'eau salée. Un vrai gruyère. Cette eau est très salée et a un effet délétère sur le béton. Elle le détruit. L'eau de Masdar n'est donc pas utilisable. Et comme la ville doit être construite pour durer, comment garantir que ses fondations ne seront pas rongées ? On teste différents types de béton et le seul qui tienne le coup est un mélange dans lequel des déchets métalliques sont recyclés, rendant le béton moins poreux, donc moins sensible à la corrosion. Non seulement ça a un effet positif sur l'environnement, mais ça a aussi un effet positif sur les performances techniques du béton. Il faut maintenant percer des forages très profonds, à 20 mètres, et y injecter ce béton anti-corrosion pour construire des piliers et asseoir le socle de la cité. Pour construire une ville écologique, il faut tout recycler.
le béton et ses composants, mais aussi le bois et les métaux. Nick Brown est chargé de vérifier que chaque procédure du chantier respecte le développement durable. Nous sommes dans le centre de recyclage des matériaux, le CRM comme on l'appelle. Et l'un des objectifs principaux de Masdar, c'est que tous les matériaux que nous utilisons ne finissent pas dans une décharge. Dans un pays où la loi du marché est omnipotente, comment amener la population à s'intéresser à l'environnement ? Masdar parie sur une écologie économique, préserver les ressources naturelles tout en faisant des profits. Nous avons beaucoup de bois accumulé pendant le chantier. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne réutiliserait pas tous ces déchets de bois pour faire du mulch, du paillis avec ces chutes ? Il y a un modèle économique pour cela, puisque nous arrivons à vendre ensuite ce mulch à des golfs ou à des agglomérations qui en ont besoin. Cette grosse machine se charge de broyer le bois en mulch. Ce sont ces larges copeaux qui seront répandus au pied des plantations afin de limiter l'évaporation de l'eau d'arrosage. Et quand les matériaux ne sont pas directement transformables, ils peuvent aussi être revendus tels quels, comme l'acier et les métaux qui servent sur le chantier. Il y a toujours eu dans le monde un grand marché des rebuts métalliques, et ce n'est pas différent ici, aux Émirats. On cherche à vendre notre acier pour le meilleur prix sur le marché. Et ce que nous offrons, c'est de l'acier 100% recyclé. L'acier est un matériau intéressant écologiquement, car il peut être recyclé à l'infini sans perdre ses qualités. À Masdar, on utilise 100% d'acier qui a déjà servi quelque part, quand la plupart des chantiers dans le monde se contentent de 40% d'acier recyclé. Une réutilisation ingénieuse qui permet aussi de faire des économies. Notre définition du développement durable, c'est ce que nous appelons les 3 P. Population, planète, profit. Bien sûr, on peut faire attention à n'utiliser que des matériaux 100% recyclés, mais s'ils ne sont pas financièrement rentables, s'ils sont beaucoup trop chers, alors ce n'est plus durable. Population, c'est veiller à l'aspect social des choses. Il faut donc qu'il y ait un équilibre entre ces 3 éléments, population, planète et profit. Masdar se targue de recycler ou de réaffecter 96% des déchets générés par la construction. Le centre de tri et de recyclage a été installé à 100 mètres du chantier et permet de limiter les déplacements. Moins de trajets égale moins de gasoil consommé, égale moins de dégagement de CO2, égale construction plus écologique. Début 2009, cela fait 1 an qu'a commencé le travail sur les fondations de la ville. L'Institut de sciences et technologies de Masdar est le premier quartier à sortir de terre. Le temps presse et les délais sont très serrés. Il ne reste qu'1 an avant l'ouverture des portes de l'université en 2010. Ce rectangle de 200 mètres sur 100 sera un centre de formation et de recherche spécialisé dans les énergies renouvelables. C'est autour de ce cœur intellectuel que le reste de la cité sera construite. Austin Relton fait partie des architectes dépêchés sur place pour penser la ville. On a essayé de développer un langage architectural propre à Abu Dhabi, qui ne pourrait exister nulle part ailleurs. Et bien sûr, Masdar devait être une ville à l'empreinte écologique neutre et sans déchets. C'était ça notre principale ligne de conduite. Pour atteindre cet objectif, les principaux obstacles sont la chaleur et le vent. 55 degrés en plein été. L'atmosphère est irrespirable. Il faut aussi lutter contre le chamal. Ce vent du nord-ouest souffle à 80 km/h et complique la construction.
il rend les conditions de travail insupportables. Pour lutter contre la chaleur, les architectes ont eu l'idée de s'inspirer du passé plutôt que de la cité moderne d'Abu Dhabi. Si vous allez en centre-ville d'Abu Dhabi, vous verrez des gratte-ciel au design international, avec la climatisation réglée au maximum en permanence. On a commencé par regarder comment l'architecture traditionnelle réussit à composer avec ce climat difficile. Premier enseignement, utiliser le climat plutôt que le combattre. Les concepteurs de Masdar positionnent la ville en travers du chamal. Le flux d'air venu du nord rafraîchit ainsi les rues de la cité. Pour accentuer encore cet effet courant d'air, les bâtiments ont été posés sur une plateforme ouverte à 7 mètres de haut qui laisse circuler la brise. Autre leçon des cités traditionnelles, resserrer les bâtiments pour créer de l'ombre. Voilà pourquoi les rues de Masdar mesurent 6 mètres de large à peine, 4 mètres pour certaines ruelles. Mais la chaleur impacte aussi le rythme de construction. Et encore plus quand le ramadan tombe au mois d'août. Les ouvriers sont en majorité musulmans et s'astreignent à une discipline de fer. Ne pas manger ni boire une goutte d'eau du lever du soleil à son coucher. 55 degrés. Un travail harassant 12 heures par jour. Après les fondations, les murs de l'université s'élèvent, mais le chantier prend du retard. Pour tenter d'échapper aux heures les plus chaudes et rattraper le retard accumulé, une équipe de relais poursuit le chantier même la nuit. Le mois de septembre 2009 arrive enfin et apporte un peu de fraîcheur. Les travaux peuvent reprendre à plein régime. La priorité, ce sont les habitations du campus. Il ne reste qu'un an avant l'arrivée des étudiants et l'université est encore un vaste chantier. Pour construire les façades, les ingénieurs doivent trouver un matériau qui soit un bon isolant à la chaleur, mais surtout, pour limiter l'impact sur l'environnement, il faut que ce matériau soit disponible localement. Et que trouve-t-on autour de Masdar? Du sable. Notre idée était de développer un matériau local. Nous voulions donc que l'entrepreneur utilise le sable des alentours pour la fabrication des façades. Nous avons opté pour le BRV. BRV comme béton renforcé vitrifié. Un mélange de fibres de verre et de béton, essentiellement composé de sable que l'on trouve en abondance aux Émirats. L'autre avantage, c'est que ce matériau ne se salit pas facilement. Contrairement aux immeubles vitrés, pas besoin d'être nettoyé à grand renfort d'eau. Pour les labos et les salles d'études, la tâche est encore plus compliquée. Il y aura plusieurs millions de dollars de matériel dans ces laboratoires et ces outils de pointe ont absolument besoin d'une température stable. Mais il faut éviter autant que possible la climatisation et les éclairages électriques gourmands en énergie. La solution a été trouvée non pas dans un isolant, mais une superposition de couches, avec ces petits points en façade. Il s'agit d'un film plastique. Derrière se trouve une couche d'air. Et enfin, un miroir. Lorsque le soleil traverse les deux premières couches, il est reflété par le miroir.
La chaleur ne peut donc pas rentrer dans le bâtiment. En repassant à travers cette couche de plastique ponctuée de pastilles, le rayonnement est alors diffusé de manière à ce que la lumière parvienne jusqu'à la rue, mais pas la chaleur. Si le soleil est une terrible contrainte pour les concepteurs de Masdar, c'est aussi une puissante source d'énergie, un atout indispensable pour faire fonctionner la cité. Comment produire assez d'électricité pour permettre à 50 000 personnes de vivre confortablement ? 50 000 personnes avec des transports, de la lumière, de la climatisation, de l'eau chaude. À une telle échelle, la problématique est inédite. Chaque toit de l'Institut Masdar est couvert de panneaux solaires. Mais cela suffit à répondre à un tiers seulement des besoins en électricité. Pour alimenter toute l'université, il faut voir beaucoup plus grand. Une centrale solaire de 22 hectares, qui peut produire jusqu'à 10 MW d'électricité en plein rendement. Le docteur Afshin Afshari supervise les travaux à la tête du département énergie de Masdar. Sa spécialité, accroître l'efficacité des énergies renouvelables. Dans cette région, il y a 6 ou 7 heures par jour d'énergie solaire à plein rendement. C'est en moyenne 50% de plus qu'en Europe. Toute l'énergie en surplus est envoyée dans le réseau général d'Abu Dhabi et nous exportons ainsi de l'électricité à certaines périodes de l'année. Avec l'un des plus forts taux d'ensoleillement de la planète, Abu Dhabi trouve dans le soleil une source d'énergie propre et renouvelable à l'infini. Il y a pourtant une ombre au tableau, un élément qui entrave le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Le sable. Les panneaux solaires doivent être lavés de toute manière au moins une fois tous les 15 jours. Mais quand il y a une tempête de sable, l'effet est immédiat parce qu'il y a une chute de production et on doit obligatoirement les nettoyer. Frotter avec ces balais ne suffit pas. La seule solution serait de les laver avec de l'eau. Mais c'est un travail monumental et peu écologique. L'un des grands défis dans les années à venir pour les chercheurs de Masdar sera de trouver, grâce aux nanotechnologies, de nouveaux matériaux anti-adhérents pour empêcher l'eau et la poussière de se déposer. Cette ferme géante de panneaux solaires permet d'alimenter le premier quartier de Masdar. Comme la ville est appelée à s'étendre, une autre centrale de production géante est en développement à quelques kilomètres de là, en plein désert. Hiver 2009, les façades sont en place. L'isolation des bâtiments fonctionne. C'est le moment de s'attaquer au défi suivant. Comment climatiser de manière naturelle les cours et les rues ? La cité doit être agréable aux piétons, même en été. Les solutions environnementales sont souvent locales. Là encore, les architectes de Masdar s'inspirent d'un concept employé depuis toujours dans la péninsule arabique. La tour à vent. 45 mètres de haut, un squelette en acier recyclé, l'une des plus grandes tours à vent jamais construites. La tour à vent est un élément très commun de l'architecture arabe traditionnelle. Peut-être pas à cette dimension, mais plutôt pour ventiler les cours des habitations. Après 6 mois d'assemblage, elle est devenue le point culminant de l'université, l'emblème de Masdar. C'est vraiment très simple. La tour à vent, c'est un triangle avec une station météo au sommet
qui nous indique d'où vient le vent. S'il est chaud, s'il est humide, s'il est chargé de poussière. Toutes ces informations servent à déterminer quel côté du triangle va ouvrir ses persiennes au sommet. Donc l'air rentre, les deux autres côtés sont fermés, puis le flux d'air descend le long du tube. En plus d'insuffler de l'air au cœur de la ville, un astucieux système de rafraîchissement a été mis en place. Au sommet, nous avons aussi un cercle de brumisateurs pour pouvoir pulvériser de l'eau. Dans les tours à vent traditionnelles, les femmes arabes avaient l'habitude de faire sécher leur linge au sommet. Et finalement, nous n'avons fait que les imiter. À la fois brumisateur et ventilateur, la tour à vent injecte au cœur de la ville un air chargé d'humidité. En s'évaporant, les fines gouttelettes d'eau captent l'énergie calorifique de l'air et permettent donc de le refroidir. Cette eau vient d'Abu Dhabi, et c'est là que le bât blesse. Masdar devait se doter d'une station de production d'eau écologique. Mais la crise économique mondiale atteint les Émirats début 2010 et met un coup de frein aux ambitions de la Cité verte. Le budget de construction de la ville est amputé de 15% et ramené à 18 milliards de dollars. Face à ces difficultés, le projet de production d'eau est ajourné. Entreprises, logements, commerces, la construction des autres quartiers est aussi reportée. Tous les efforts se concentrent sur le chantier de l'université. Septembre 2010, le grand jour est arrivé. 6700 mètres carrés, une centaine d'appartements, 4 laboratoires et une bibliothèque. Les bâtiments sont fin prêts, les délais ont été respectés. Les 250 premiers étudiants font leur rentrée. Seuls 20% des étudiants de Masdar sont nés aux Émirats arabes unis. Les autres viennent du monde entier, de 37 pays différents. Diala vient du Liban, elle est spécialisée en communication sur les technologies durables et avoue avoir été un peu déboussolée à la rentrée. On se sent comme des cobayes pour une expérience, parce que tout cela est encore au stade expérimental. On rapporte les difficultés qu'on rencontre pour permettre d'améliorer le système. Dans les laboratoires, pour économiser l'énergie, l'éclairage naturel a été privilégié. Le défi consiste à faire entrer la lumière solaire sans réchauffer les salles. Si vous regardez la façade des laboratoires, pour éviter le soleil direct, nous avons d'abord essayé de limiter la quantité de vitres. Elles sont positionnées stratégiquement. Le principe de base, c'était de ne jamais avoir plus de 30% de vitres sur une façade. En bas, les 2 premiers rangs permettent de recevoir la lumière du jour quand les scientifiques sont assis en train de travailler. Il y a une rangée de plus qui permet de voir dehors quand ils sont debout. Et enfin, une rangée fournit de la lumière supplémentaire au niveau du plafond. Et pour les persiennes, nous avons fait des études très complexes pour savoir comment le soleil frappait chacune des façades de la ville. Nous savons exactement quand et où le soleil les frappe. Et ça a déterminé le nombre, l'espacement et la taille des persiennes. Donc, chaque façade est différente. Ici, au premier abord, on dirait que ça n'est pas fini. On a mis des persiennes verticales sur les vitres, mais un endroit semble avoir été oublié. C'est parce que cette fenêtre ne reçoit jamais le soleil direct. Elle est toujours dans l'ombre. On a donc pu économiser des matériaux. Ingénierie mécanique, matériaux, technologie de l'information, à Masdar, on recrute des cerveaux à partir du niveau master.
Certains enseignants, comme le jeune docteur Matteo Chiesa, ont fait leur classe au prestigieux MIT aux États-Unis, l'une des meilleures universités de sciences au monde. Normalement, c'est eux qui sont censés nettoyer le tableau. Mais ils sont trop occupés à faire de la science. Alors, c'est à moi de le faire. J'ai une classe bien plus réduite que dans les autres universités. C'est le même genre d'enseignement qu'au MIT ou dans d'autres grandes écoles. Matteo et ses étudiants développent leur propre centrale solaire thermique. Installée à 200 mètres du campus, il n'en existe qu'une dizaine dans le monde. Cette centrale est encore expérimentale. À la différence des panneaux photovoltaïques, ce n'est pas la lumière, mais la chaleur du soleil qu'elle utilise. Un héliostat, c'est un miroir qui pivote, ou dans notre cas, un ensemble de miroirs qui pivotent. Ça vient du grec, hélios, qui veut dire soleil, et stat parce qu'on envoie les rayons sur un point statique. Le soleil est toujours dans la même position. Donc, je bouge les miroirs au sol pour renvoyer la lumière sur la coupole là-haut. Un par un, les rayons viennent taper dans les miroirs de la coupole et sont à nouveau reflétés vers le bas, concentrés sur cette surface blanche. La température au centre atteint 500 degrés. Ce n'est pas énorme, c'est une toute petite centrale qui peut produire 100 kW d'énergie. C'est à peine la puissance nécessaire pour alimenter une dizaine de maisons, insuffisant pour une ville comme Masdar. En dessous de ce carré de céramique blanc circule un réseau de tuyaux remplis d'huile. L'huile emmagasine la chaleur solaire et sa température monte jusqu'à 500 degrés. Elle chauffe ensuite de l'eau qui se transforme peu à peu en vapeur et celle-ci sert à alimenter une turbine qui produit enfin de l'électricité. Le concept de cette centrale est révolutionnaire. À l'inverse des panneaux photovoltaïques, il permet de stocker l'énergie sans utiliser de batteries polluantes. La centrale peut produire de l'électricité même quand le soleil est couché. Avec ce genre d'installation, les Émirats anticipent la fin du pétrole. Il y a deux principales raisons. La première, c'est de miser sur une position de fournisseur d'énergie. Et la deuxième, c'est de tout miser sur l'éducation pour passer de simples exportateurs de produits bruts à une économie basée sur le savoir. Les Émirats espèrent donc faire changer leur image de pétropuissance et amorcer un virage écologique. Une révolution à laquelle les étudiants de Masdar veulent contribuer. Les pays du Golfe et du Moyen-Orient sont les plus gros émetteurs de CO2. Donc c'est bien de voir qu'ils essaient de faire quelque chose et on a envie de participer à cet effort. Le campus s'agrandit. L'année suivante, 100 nouveaux élèves font leur rentrée. Mohamed vient de Sharjah, l'un des plus petits Émirats arabes unis. Il se souvient de sa stupéfaction en arrivant à Masdar. Au début, j'ai pensé que je ne tiendrais jamais dans cet institut. C'était très difficile. Dans cette partie du monde, les gens ne sont pas habitués à recycler, à être écolo, à avoir une vie saine. C'était vraiment très perturbant, un vrai choc pour moi. Mais aujourd'hui, Mohamed a parfaitement assimilé les principes de durabilité de la cité. Démonstration avec la visite de sa chambre. « 50 mètres carrés juste pour Mohamed, soit 5 fois plus d'espace que dans une chambre d'étudiant en Europe. Même les fenêtres sont dessinées de manière à laisser entrer la lumière, mais pas la chaleur. En ce moment, la lumière vient de cette fenêtre. C'est pour ça que les fenêtres sont toutes orientées différemment. Comme les laboratoires, chaque habitation est différente en fonction de son ensoleillement. Leur point commun à toutes, éviter le gaspillage d'énergie lié à la climatisation qui a été bridée.
Le contrôle de l'air conditionné ne peut pas être changé. La clim est fixée à 23 ou 24 degrés, pas moins. Tout cela peut sembler anecdotique, mais ces dispositifs permettent de sensibiliser les étudiants. Au beau milieu de la cour, une borne résume la consommation énergétique de l'ensemble de l'Institut. Ici, on peut voir la consommation d'eau 24 heures sur 24. Là, à 11 heures, on consomme 1820 litres d'eau. Entre 3 heures et 8 heures du matin, la consommation était beaucoup plus basse. Tout le monde dormait. Avec 550 litres d'eau par personne et par jour, les Émirats arabes unis sont l'un des plus gros consommateurs de la planète. En France, cette moyenne est de 150 litres. L'ambition de Masdar, réduire cette consommation à 105 litres par personne et par jour. Pour être sûr de respecter cet objectif, tout l'Institut a été placé sous surveillance. Chaque fait et geste des étudiants est analysé et l'énergie comptabilisée. Consommation d'eau, d'électricité, température, panne, fuite, toutes ces informations convergent vers le sous-sol du campus, au centre névralgique de la cité. C'est le domaine de Martin Potter, le directeur technique de Masdar. Il a la lourde tâche de faire respecter les principes de durabilité sur le campus. Les données des milliers de capteurs installés dans la ville sont analysées dans cette salle de contrôle. On peut mesurer la consommation au kilowattheure près et on peut le savoir chambre par chambre. En analysant les données, je pourrai les frapper à une porte et dire « Tu es le plus gros consommateur d'énergie du campus ». Ce ne sont pas que des allégations. Les faits sont indéniables, car les chiffres ne peuvent être contestés. On ne soupçonne pas que vous avez laissé la lumière allumée, on le sait. Où s'arrête l'écologie et où commence la liberté individuelle? Pour améliorer les performances énergétiques de la cité, Martin Potter n'ignore rien des habitudes des étudiants, qui lui ont inventé un surnom. On m'appelle le policier vert. Je suis peut-être le Big Brother, mais à la fin de la journée, ici, au bout du compte, j'ai la preuve que le développement durable, ça marche. Et que ce n'est pas forcément une contrainte dans la vie de tous les jours. Ça devrait juste être ce qu'on fait habituellement. Ça n'était pas gagné d'avance. Il y a des étudiants qui se sont plaints que leur climatisation ne descendait pas en dessous de 22 degrés. Je pense que certains ne supportent pas d'être observés. Mais on ne leur impose pas de contraintes. On les laisse faire et on voit le résultat. Et après, on les rééduque. Et c'est à eux de décider s'ils l'acceptent. Les concepteurs de la ville ont trouvé des moyens détournés pour avertir les étudiants quand leur consommation est trop importante, sans avoir à les rappeler à l'ordre en permanence. La tour avant, symbole de la cité, s'éclaire chaque soir au coucher du soleil. Si elle s'illumine en bleu, les habitants de Masdar peuvent continuer à vaquer à leurs occupations. Si elle s'allume en rouge, c'est que le niveau de consommation est trop élevé. Il faut alors remettre sa douche au lendemain ou éteindre les lumières inutiles. Début 2012, 2 ans après l'ouverture de l'Institut Masdar, l'équipe d'Austin Railton a essayé de mesurer concrètement l'impact de l'architecture sur l'environnement des piétons. Pour avoir des valeurs de comparaison, nous sommes allés mesurer dans le centre-ville d'Abu Dhabi. Une rue typique, 60 mètres de large, et à cause du design urbain, dans Abu Dhabi, une journée où la température de l'air est de 39 degrés, la température ressentie par les piétons est de 52 degrés. La même journée, nous sommes allés à Masdar. À nouveau une température extérieure de 39 degrés, mais la température ressentie a été abaissée à 37 degrés.
Nous avons donc réussi à diminuer la température qui est ressentie par le corps de presque 20 degrés. C'est incroyable ce qu'on a réussi à faire. Incroyable mais imparfait. Après 2 ans de fonctionnement, Masdar n'est toujours pas autonome dans la production d'eau. Ces fontaines, par exemple, elles rafraîchissent l'atmosphère, mais cette eau qui coule sans fin n'est pas recyclée. C'est une vraie absurdité dans un pays désertique. L'eau fait partie des problèmes que nous n'arrivons pas encore à surmonter. Pour le moment, cette eau est produite en désalinisant de l'eau de mer, un procédé polluant qui utilise du gaz naturel. La chaleur produite par une centrale électrique au gaz est recyclée pour faire bouillir de l'eau de mer. La vapeur qui en résulte est recondensée et donne de l'eau douce. Ce qui reste de sel et d'eau est évacué sous forme de saumure très concentrée vers la mer. Le système est ingénieux puisqu'il combine production d'électricité et d'eau potable. Mais l'emploi du gaz naturel ne cadre pas avec l'ambition écologique de la ville. Heureusement, les ingénieurs de Masdar planchent sur une nouvelle technique qui rendra l'opération propre. L'osmose inversée. C'est le futur de la désalinisation, une désalinisation écologique. C'est une combinaison de panneaux photovoltaïques et d'un mécanisme d'osmose inversée. Dans la technique de l'osmose inversée, on utilise une membrane qui permet de filtrer l'eau de mer pour en tirer de l'eau douce. Pour cela, l'eau salée doit être injectée à haute pression contre la membrane. La grande nouveauté, c'est que la pompe qui pressurise l'eau peut être alimentée par de l'énergie solaire. Cette technique doit être adaptée à grande échelle pour permettre dans le futur de produire de l'eau à Masdar sans brûler de gaz. Printemps 2012. Le projet entre dans une nouvelle phase décisive. La ville s'agrandit. L'Institut doit doubler sa surface d'ici 1 an. Un groupe mondial d'électricité entame la construction d'un QG de 25 000 m² qui accueillera dès l'été 2013 2000 nouveaux travailleurs. Et l'Agence internationale des énergies renouvelables devrait s'implanter à une centaine de mètres de l'Institut 6 mois plus tard. La ville doit s'étendre sur 6 km² d'ici 2025. Il faut donc s'attaquer à la question des transports. Des transports en commun ? Impensable dans un pays où la voiture individuelle est reine. Il est délicat de faire se côtoyer des femmes voilées et des hommes dans le même habitacle. De petites voitures électriques ont été testées sur le campus. Pratiques et écologiques, mais les étudiants sont trop nombreux et la ville est conçue en priorité pour les piétons. Alors, un système de transport unique au monde a été imaginé pour Masdar. Les PRT, transport rapide et personnel. Des véhicules futuristes autoguidés. Pour les tester, un court tronçon est installé sous l'université. 2 stations sont à l'essai avec 2 km de trajet. Dans le futur, le réseau pourrait être étendu au fur et à mesure que la ville se construit. Il roule à 40 km/h. C'est assez rapide. Le système est automatique. Il mesure la distance entre les voitures. Et maintenant, il va se garer seul. Et tous les véhicules traditionnels doivent rester à la porte de la ville. En dehors des livraisons, qui vont bientôt s'arrêter, il n'y a pas de véhicules à essence sur le campus. Les entrées de la ville seront conçues comme des sas écologiques. Les habitants devront laisser au parking leurs voitures polluantes et embarquer dans un PRT.
Ça ne nous étonne même plus. Quand des visiteurs viennent, ils sont épatés. « Waouh, c'est génial !» Et nous, on répond juste « Ouais, c'est bien, ça marche bien, on les utilise, c'est tout. » La première ligne construite dessert le centre du campus. Si le système fait ses preuves, il y aura des stations dans chaque quartier de Masdar. C'est dans les entrailles de la cité, au centre de réparation et de nettoyage des PRT, que travaille Jaap Duizer, le concepteur de ces voitures uniques au monde. Dans le sol, il y a des aimants implantés tous les 2 mètres. En dessous des PRT, il y a un outil magnétique qui détecte les aimants. Le PRT a un plan de tous les circuits et une base de données avec tous les aimants. Combiné à cela, le système de guidage compte le nombre de tours que les roues effectuent. Et c'est grâce à cela qu'on navigue. Comme tout ce qui est électrique dans la ville, les PRT fonctionnent au solaire. Dans ce garage, comme dans toutes les stations, il y a une borne de chargement. Dès qu'un PRT arrive, le chargeur se soulève et se branche sur les contacteurs. Grâce à cela, ça recharge les batteries si c'est nécessaire. Les batteries des PRT offrent 5 heures d'autonomie, mais elles sont rechargées partiellement à chaque arrêt en station. Suffisamment pour que le parc de PRT puisse tourner en continu. Pour Jaap et son équipe, la préoccupation principale reste la sécurité. Il me voit déjà même à longue distance. Il commence à ralentir et à peu près 2 mètres de moi, il va s'arrêter. Et si je m'éloigne, il va me suivre comme un chien. Si je m'arrête, il va s'immobiliser à nouveau. En dessous de chaque PRT, à l'avant, il y a un détecteur laser. C'est le principal système de sécurité. S'il tombe en panne, mais il ne tombe jamais en panne, il y a aussi des disjoncteurs dans le pare-choc. Dès qu'il touche quelque chose, le PRT s'arrête. Le PRT est truffé de capteurs ultramodernes. Un détecteur magnétique sous le véhicule repère les aimants dans le sol et les lasers à l'avant et à l'arrière détectent les obstacles. Pour que la ville se développe vite, Masdar a besoin d'énergie. Début 2012, un complexe pharaonique émerge des dunes du Roub al-Khali à 120 km d'Abu Dhabi. 250 000 miroirs paraboliques, 450 hectares, soit 850 terrains de football. Shams 1, l'une des plus grosses centrales de concentration solaire au monde. C'est la première fois qu'une ville de la taille de Masdar a recours à une unité de production solaire de cette ampleur. La centrale sera inaugurée en 2013 et devrait couvrir l'ensemble des besoins de la cité verte et exporter même de l'électricité vers Abu Dhabi. C'est aussi un nouveau champ d'expérimentation pour le professeur Matteo. On a une grande parabole. Et là, c'est le soleil. Au milieu du ciel qui bouge pendant la journée. Enfin, ce n'est pas le soleil qui bouge en réalité, mais bon, on sait ça. Les rayons du soleil tapent dans la parabole, ou le miroir, et sont reflétés avec exactement le même angle vers un tuyau dans lequel circule un fluide. Dans notre cas, c'est de l'huile qui est chauffée. Shams 1 est unique. Une centrale hybride qui fonctionne au soleil et au gaz. Le gaz augmente le rendement de la centrale et prend le relais quand il n'y a pas de soleil. Inévitable dans un pays comme les Émirats où lors des nuits d'été, tous les climatiseurs sont allumés et font atteindre des pics de consommation. D'abord, on doit transformer la chaleur qui est capturée dans l'huile en vapeur. On se sert d'un échangeur de chaleur. C'est ce que vous voyez là. L'huile chauffée par les miroirs est transportée dans ces tuyaux jusqu'à la centrale. La chaleur est transmise à de l'eau qui se transforme peu à peu en vapeur à 400 degrés. Pour atteindre la puissance requise, les ingénieurs ont dû ajouter un booster, un énorme brûleur à gaz qui porte la température de la vapeur à 540 degrés.
La vapeur surchauffée entraîne alors une turbine géante reliée à un générateur d'électricité. Comme aux Émirats, la centrale doit fonctionner même la nuit à plein rendement, des brûleurs à gaz annexes prennent le relais pour chauffer la vapeur quand le soleil est couché. Le développement durable réclamerait qu'on n'utilise que du solaire. Mais d'un autre côté, l'alternative pour produire la même quantité d'énergie aux Émirats arabes unis, c'est de brûler du fioul. Donc je pense que ça, c'est une bien meilleure solution. Shams 1 fournira 100 MW en plein rendement, de quoi alimenter 10 à 20 000 foyers. Cette centrale est à l'image de Masdar, un premier pas crucial vers le développement durable. Pour un pays comme les Émirats arabes unis, où l'économie est basée sur le pétrole et l'écologie est une notion nouvelle, le projet Masdar est une vraie révolution. En dépit de la crise économique mondiale, le gouvernement a maintenu l'investissement prévu de 18 milliards d'euros. Mais la fin des chantiers a été repoussée à 2030 au lieu de 2025. La construction d'appartements a commencé et les premiers locataires, curieux de vivre l'expérience de la cité verte de l'intérieur, emménageront fin 2013. Masdar est une ville laboratoire. Elle propose des innovations technologiques pour tous les pays du globe. Un exemple fondamental, une nouvelle façon d'envisager le futur, quand nous devrons tous apprendre à vivre avec un pétrole rare.